problème qu'on a dans notre société, c'est toujours de chercher les shortcuts, les côtés très scientifiques. Et donc, on va dire aux gens, tu dois être entre tel pourcentage et tel pourcentage, telle vitesse, telle vitesse. Alors, sur le papier, c'était un désastre. Charge mentale trop importante, physiquement fatigué, la course était un désastre. La diagonale des Fous, je m'étais mis 5 jours dans un hôtel où j'essayais de dormir le plus possible. Comment j'arrive à être le mieux possible, et lorsqu'à la fin, mon corps veut arrêter, ma tête devait être à 2 doigts de dire « Ok, tu sais quoi, laisse tomber, tu t'arrêtes là, dans une demi-heure, t'es à l'hôtel, une petite bière au bord de la piscine, et la vie est belle. » Quelles sont les petites phrases qui vont m'aider? Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Marco. Marco, alors notre épisode il fait suite à un contact de ta part et je suis très content que tu m'aies contacté. C'est suite à un podcast que j'ai fait où je racontais ma TDS et où je disais que j'avais eu du mal à m'endormir avant, et ça t'avait interpellé, toi, en tant que préparateur mental. Alors j'ai déjà commencé du coup un tout petit peu à te présenter là, mais comment vas-tu, Marco? Je vais très bien. Alors d'abord, merci de m'inviter dans ton podcast. Donc, je suis Marco Paonessa. Je m'affiche sur les réseaux avec Marco Pao, PAO, par facilité. Je suis thérapeute et je me spécialise dans la gestion du stress et aussi dans la préparation mentale, mais pas uniquement que pour les sportifs. Et peut-être qu'on va en discuter, mais gérer son stress et la préparation mentale sont pas deux choses si éloignées que ça. Dans le sens où il y en a une, on veut arriver à gérer ses réactions par rapport à un événement, à un monde particulier, et puis l'autre, on veut s'y préparer parce qu'on veut y aller. Et on voit qu'en fin de compte, les outils sont un peu similaires. Puis aussi, si on s'est parlé, c'est parce que associé à cette activité, j'aime beaucoup les exercices de distance dehors, donc outdoor distance, et aussi l'ultra-trail. Donc, étape par étape, j'ai 50 ans aujourd'hui, je suis allé de la petite course à la plus grande, et tout doucement, j'ai eu la chance de faire des courses comme la Diagonale des Fous ou le Marathon des Sables, voilà, où je retire beaucoup d'expérience, beaucoup de plaisir. Et dès que je peux partager, lire, écouter des choses sur le sujet, ce que tu fais très bien, je me passionne assez facilement. Voilà. Et alors justement, qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer l'ultra trail, et pourquoi ce sport-là et pas un autre? Alors j'avais un petit début de course à pied quand j'étais gamin, comme beaucoup de mômes avec les crosses. Puis après le travail a pris le pouvoir, comme pour beaucoup. Je travaillais avant dans l'industrie bancaire, je travaillais dans une salle des marchés, et j'ai eu ma période triathlon, Ironman, et à ce moment-là, pour moi, et je porte aucun jugement, il y avait un petit côté un peu feuille Excel, le nombre de watts, le nombre d'allers-retours dans la piscine, et ça n'allait pas parce que ça ressemblait beaucoup un peu à la feuille Excel sur laquelle j'étais toute la journée. Et l'ultra trail avait cette chose de ce moment de liberté en fait. Et en fin de compte, il s'intégrait comme un équilibre de vie où durant la journée, en tant que professionnel, en tant que père, en tant que mari, il y a des choses à gérer. Et puis il y a ce moment d'aventure où je venais comme un gosse qui court dans un champ, et on lui réfléchit à rien, quoi. Et puis bon, évidemment, quand on s'entraîne à certaines courses, il faut mettre un peu plus de programmation, de préparation. Mais ce que j'aimais avec l'ultra trail, c'est de dire j'ai peut-être pas besoin de faire des séances vraiment spécifiques, mais voilà, il y a une petite côte, je me la fais en sprintant. Bref, il y a un côté où prends ta paire de tennis et pars. Hmm. Voilà. Alors tu vois, ça c'est le sujet de la préparation et de la structuration de l'entraînement. C'est un sujet sur lequel j'ai évolué parce que je pensais avant que m'entraîner au feeling, en fait, c'était ce qui me correspondait, mais en fait, je crois que c'était une façon de un peu de comment dire, de ne
pas m'imposer des entraînements, mais plus par flemme ou par manque d'envie de m'imposer de la rigueur sur l'entraînement. Alors je pense que c'était aussi associé à un emploi du temps chargé et puis en fait comme tu dis, bah, tu as déjà beaucoup de contraintes dans la vie, et cetera et si en plus dans ton sport et ton activité tu t'en ajoutes, je pense que ceux qui se disent, «Moi je m'entraîne au feeling, c'est ce qui me correspond», en fait, c'est peut-être ce qui leur correspond à un instant T, mais peut-être pas pour, toujours en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Non, je suis tout à fait Est-ce d'accord. Je suis tout à ouais? fait d'accord. En fait, ce qui se passe, et lorsque j'ai des cas de prépa mentale plus programmation à des courses à distance ou face à face, c'est que il y a deux échecs, il y a deux piliers à ton échec qui va être la blessure et la démotivation. Et donc dans la démotivation, on va gratter sur des sujets comme la variété. Et qu'à un moment donné, si tes entraînements ressemblent trop à ton travail, qui te passionne jusqu'à une certaine heure, ça bloque. Mais comme tu dis, à un moment donné, quand tu commences à toucher le plaisir d'aller à une certaine vitesse et tu dis, tiens, par exemple, je prends l'ultra-trailer qui fait de la montagne et à force de faire des montées et des descentes, il voit que sa foulée a perdu de sa noblesse, tu vois ce que je veux dire? À force, Mmh. on casse une belle foulée que pourrait avoir quelqu'un qui travaille sur piste. Là, il se dit, bah, en fin de compte, il me manque quelque chose parce que quand il y a du plat, là où je peux commencer être un peu compétitif dans ma classe d'âge, il faut que je retravaille ma foulée. Donc, allez, on redécouvre le 400 mètres piste, le 800 mètres piste, et là, on retrouve le plaisir. Mais je pense que quand on parle avec des gens qui sont amateurs, euh, il faut commencer par la variété et le plaisir pour tenir, et après, on engrange. Le problème qu'on a dans notre société, c'est toujours de chercher les shortcuts, les côtés très scientifiques, et donc on va dire aux gens, tu dois être entre tel pourcentage et tel pourcentage, telle vitesse, telle vitesse. Alors sur le papier, c'est très excitant, mais quel est le taux d'abandon au bout de 3 semaines? Tenir quelqu'un pendant 8 mois pour l'amener quelque part, c'est un peu comme se balader dans la campagne sans dire j'ai pas envie de faire un truc énorme, mais au bout d'un moment, tiens, il y a un nouveau chemin, j'ai pas prévu de le prendre parce qu'il est quand même un petit peu technique. Bah en fin de compte, je suis bien, je vais le prendre. Donc tu as tout à fait raison qu'il y a des phases de vie, il y a des segments, mais qu'il faut y aller par étapes. À ce moment-là, quand j'ai switché justement sur le trail, c'était prendre ma paire de tennis. Et après, comme tu le dis, surtout avec des courses qui sont assez costaud comme la Diagonale des Fous, c'est sûr que tu peux pas te dire, je pars et je dis à ma femme, salut, je reviens dans 2 heures. C'est pas possible. Il y a un moment donné, il te faut des jambes, il faut que tu travailles ta technique de descente. Et voilà, il y a des choses où il faut entrer dedans. Mais c'est devenu, comme tu le dis, dans un cheminement et chaque chose est venue dans son ordre. C'est vrai que de suivre un programme, ça demande quand même, beaucoup de rigueur, de discipline, et finalement quand, ça arrive, de plus en plus souvent, hein, que quelqu'un vienne me voir: «Ouais, j'ai envie de préparer ça, comment je m'y prends?» Bah, ça, c'est une question qui est tellement, large et on pourrait y passer, des heures à répondre, précisément à la question, mais en général, ce que je réponds, c'est que peut-être jusqu'à 12 semaines avant l'événement, de ne pas se prendre trop la tête avec, un programme bien spécifique, bien précis, parce que le suivre pendant, comme tu dis, pendant 8 mois, 1 an, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Alors ça peut aussi avoir un côté rassurant pour certaines personnes, de se dire: «Je suis sur la bonne ligne» et puis au moins si j'arrive, au bout en ayant fait, strictement ça et ben, je serai, dans de bonnes conditions, dans les meilleures, j'aurais pas pu mieux faire. Ça dépend des gens, en fait, je pense. Hmm. Mais Mmh. as raison. En fait, moi, ce que j'ai de ma petite expérience, lorsque je travaillais avec des feuilles Excel, et il y a le truc théorique sur 2 semaines, et la personne répond en disant j'ai pas pu le faire, et j'essaye d'être un peu flexible, à dire bon bah t'as pas fait ça, et on va remettre les briques au bon endroit pour arriver à revenir. Ou euh, c'est là où tu vois que quel que soit le coach qui te suit, entreprendre son programme tiré sur un PDF et d'être avec quelqu'un qui te fait des retours sur t'as mal là, t'as pas ci, t'as une grippe pendant 2 semaines, etc. Tu vas pas reprendre comme si ces 2 semaines n'avaient pas existé. Il Mmh. y a un côté interactif automatiquement, et ça fait partie de la beauté du geste, hein, dans le sens où on prépare une aventure, et comme certains en train de mettre certaines choses sur leur voiture parce qu'ils vont faire le Paris-Dakar, bah, il y a une autre personne qui va se mettre certaines choses sur sa physiologie pour faire telle course en fait. Et c'est un peu le chemin de la vie aussi où bah, il y a des imprévus et puis il faut les gérer.
Hmm. Je trouve ça assez intéressant. Alors Marco, je vois sur mon écran que tu es hors ligne. Est-ce que il y a eu un problème sur ton ordinateur ou est-ce que pour Non. toi tout est OK? Techniquement, tout est OK. Je t'entends, tu m'entends. Je t'entends, Euh, ouais, je t'entends très bien, mais ça me marque que tu es hors ligne. Alors je sais pas pourquoi. J'ai j'ai rien fait de jamais. spécial depuis tout à l'heure. C'est OK. venu. Je pense pas Euh, avoir cliqué sur quoi que ce soit. J'ai un bouton d'accord. rouge qui me dit que ça tourne à 9h, 9 minutes Bon. et 6 secondes. Eh ben Ton écoute, enregistrement s'est fait ou pas? on va continuer comme ça. On va Et continuer comme l'avantage, c'est ça. que maintenant, je connais les questions. Exactement. Alors, donc, du coup, tu disais que toi, tu t'étais dirigé vers l'ultra trail. Euh, Est-ce qu'il y a, avant qu'on rentre spécifiquement sur le sujet de la préparation mentale, est-ce qu'il y a un ultra qui toi t'a marqué plus qu'un autre et pourquoi? Le marathon des sables. Alors déjà, on en parlera un peu sur les concepts de vision positive. C'est un truc que j'avais à tête depuis l'âge de 16 ans. Et je l'ai fait 20 ans après. Pour moi, c'était quand je voyais leurs dépliants, je leur demandais même les dépliants. À l'époque, ils envoyaient une sorte de flyer en A4 où je voyais ces gars qui couraient sur des plaines avec des paysages pas possibles. Donc, il y avait quelque chose de très ancré dans moi par rapport à ça. Et on en parlera plus loin dans la préparation mentale, ce qui est la première brique, c'est le sens de, de pourquoi tu mets tel événement dans ton agenda. Et quand je l'ai fait, à la fois humainement, j'ai vécu des super moments parce que je pense que avec le temps, on s'entoure de sa famille, des gens de sa corporation, de son métier, de son voisinage. Et là, pendant 7 jours, on doit partager une sorte de tente avec d'autres personnes qui viennent de n'importe où. Sous ma tente, il y avait un pilote de chasse, il y avait un plombier, il y avait un fermier, il y avait voilà. Et j'étais pas avec la population habituelle de banquiers, d'avocats et d'audits. Voilà. Donc humainement, ça me changeait de mon quotidien. Le deuxième, il y avait plus de technologie. Et collé à mon téléphone, collé à des écrans qui clignotent rouge, vert pour dire ça monte ou ça descend, tout d'un coup, j'avais plus tous ces écrans devant moi pendant 7 jours. Plus aucune connexion. Et de là, j'ai retrouvé ce qui avait sûrement, je suis très orienté sur la médecine évolutionniste et sur le fait que beaucoup de nos réactions et notre façon d'être viennent de 200 000 ans d'évolution. Je faisais quelque chose de plus basique qui soit, qui est d'aller d'un point A et d'un point B en gérant ma nourriture. Et le soleil se lève, tu te lèves et voilà, tu pars, il faut que tu arrives au point B. Et au point B, bah, tu vas te nourrir avec la nourriture que tu as portée parce que tu es en semi-autosuffisance. Et ça m'a amené un calme fantastique où je retrouvais presque pourquoi j'avais tous ces outils, de pourquoi servaient mes jambes, pourquoi voilà, c'était magnifique. Et puis il y avait ces passages-là, comme tu le sens, le trail, t'as ce que j'appelle ces amitiés éphémères, temporaires, où tu vas faire 10 kilomètres avec un gars que tu connais pas, que tu reverras jamais, mais il y a un échange, même dans le silence, un petit geste qui fait qu'à un moment donné, il fait la locomotive où tu t'accroches derrière. Et puis j'adore ces moments-là en fait. C'est des relations très saines que on a peut-être de moins en moins dans le monde compliqué, dans les grandes villes. Et puis pour terminer, c'est des grands paysages. Il y a un passage de nuit où devant toi, tu vois tous ceux qui sont devant toi avec un stick qu'ils ont cassé, c'est un stick lumineux qu'ils ont cassé à leur sac à dos. Donc ça fait, si je me trompe pas, une couleur verte. Et quand tu te retournes, tu vois toutes les frontales. Donc sur une plaine, en plein désert, tu vois une ligne devant toi et derrière toi qui est très très longue. Et puis un ciel étoilé comme on peut pas voir dans les grandes villes en fait. Et ce passage-là, tu dis, c'est impressionnant en fait. C'est très très beau moment. Après, comme toute chose, il y a le revers de la médaille. Pour moi, c'était les pieds, c'était assez dur, donc il a fallu que j'aille un petit peu me bousculer à ce niveau-là. Si j'avais écouté le podcast d'Olivier Garcin sur ce que tu fournis, j'aurais évité beaucoup de problèmes. Euh, mais dans ma tête, je me suis dit, comme beaucoup d'ultra trailers le disent, ça fait 6 mois que je m'entraîne, j'ai mis de l'argent, je prends l'avion, j'ai emmerdé ma famille. En plus, marathon des sables, c'est pas style.
tu abandonnes et tu rentres dans ton hôtel. Tu restes dans la caravane et t'es derrière, en fait. D'accord? Donc, tu dis non, je vais aller jusqu'au bout parce qu'il y a eu trop d'efforts par rapport à ça. Mais ma gestion des pieds n'a pas été intelligente et au lieu d'essayer d'avoir des jambes costauds ou d'augmenter ma VA, un truc comme ça, avoir des pieds solides dans cet environnement euh, a été ma difficulté. Alors, il y a beaucoup de choses que tu as dit sur lesquelles j'aimerais rebondir. Maintenant, il va falloir que je fasse un choix, tu vois. Quand je te disais que j'avais Ouais. aucune question, bah, Euh, c'est vrai que beaucoup de personnes aiment ce côté du trail qui est notamment de l'ultra trail qui te donne en fait euh, presque comme si on se forçait en allant faire cet effort-là d'avoir un moment de déconnexion. C'est très compliqué en fait. C'est beaucoup plus compliqué que simplement mets ton téléphone en mode avion et puis c'est tout. On est tellement sollicité, ultra sollicité par toutes ces notifications qui font que et qui sont étudiées pour retenir un maximum de notre attention. Et de fait d'avoir uniquement comme problème à gérer qu'est-ce que je vais manger et quel est le meilleur chemin à emprunter pour aller du point A au point B. On va peut-être chercher ça, un grand nombre d'entre nous du moins. C'est hyper intéressant ce sujet, j'en parlais avec des amis encore ce week-end de cette déconnexion qui était compliquée, de quelle image tu redonnes à tes enfants quand tu leur dis va jouer dehors, mais que toi en même temps t'es sur ton téléphone au petit-déj. Enfin voilà, c'est un vrai sujet ça. Bah, en fait, on est le produit de notre environnement. On en parlera peut-être tout à l'heure sur la gestion du stress. C'est que il faut que tu sois quelqu'un de responsable en tant que père, en tant que personne qui a des responsabilités professionnelles. Et tu es là et tu dis mais oui, mais moi je serais là, tu vois, comme quand tu parles d'activité de pompier, je serais là, je serais opérationnel. Vous pouvez compter sur moi. Et donc ça, c'est ancré en toi, dans ton inconscient. Et de là, se déconnecter, c'est dire mais en fait, quand je vous ai menti, tu vois, il y a ce côté inconscient où on se met dans ce monde de responsabilité et cette technologie fait que on est beaucoup plus à la merci de tout ça, tandis qu'avant il fallait envoyer un courrier, donc voilà. Euh, mais bien sûr que il y a un travail à faire. D'ailleurs, on le voit dans nos grosses boîtes parce que je travaille avec des entreprises. Puis il y a cette politique de pas d'email après 10-19 heures pour certaines. D'accord, 18 pour d'autres, mais bon, c'est un peu voilà. Il y a ces nouvelles tendances dans des grosses boîtes à se dire à un moment donné, faut absolument lâcher. Et il y aura toujours quelqu'un qui va répondre à tes emails à 11h30 pour dire qu'il y a un truc qui va pas. Et donc voilà, c'est c'est des choses à réfléchir aujourd'hui. On a voulu un paquet d'outils pour avoir une vie plus facile, mais c'est pas le cas. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Mmh. C'est vrai. Mais en même temps, on aime ces outils. Les outils, c'est un peu, c'est comme, enfin, comme je prends souvent l'exemple du marteau. Hein, si tu t'en sers pour planter un clou, c'est vachement bien. Mais si tu t'en sers pour taper ton voisin, c'est quand même vachement moins bien. Tout à fait. Euh, Ah oui, tout à fait. et- Et le podcast, c'est en est l'exemple. exactement. J'arrive à suivre des conversations super intéressantes, que ce soit au niveau entrepreneurial, sportif, physiologique, médical. Et en fait, j'arriverai jamais à rencontrer ces gens dans un dîner ou dans mon voisinage. Si mes voisins m'entendent, ils vont pas aimer ce que je vais dire, mais c'est l'avantage du podcast, il est fantastique par rapport à là. On est en voiture, on peut apprendre un paquet de trucs suivant ces sujets, et ça, c'est l'avantage. Hmm. Oui, tu as tout à fait raison. Alors justement, quand tu vois, le marathon des sables, c'est une des courses qui personnellement m'attire. J'espère pouvoir y participer un jour. Malgré tout, le sujet de l'inconfort et du manque de sommeil, enfin, tu vois, le sommeil, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille et il faut que je fasse quelque chose parce que tu te rends compte que en étant mieux préparé à ce niveau-là, tu peux gagner vite 1 heure, voire 2 sur un trail. Et finalement, quand tu arrives à un certain niveau, bah, 1 heure ou 2, c'est presque 200 places, quoi. Donc, comment est-ce que toi, tu as géré ce sujet pour le marathon des sables et comment est-ce que
tu recommandes, de préparer, ce cette difficulté qu'on peut avoir à s'endormir? Parce qu'il y a certaines personnes qui font, plus de 50 heures comme ça sans dormir parce qu'elles s'endorment, elles s'allongent et elles arrivent pas, quoi. Alors, je vais combiner cette expérience du marathon des salles avec celle que j'ai à Diagonale des Fous, qui était beaucoup plus intéressante au niveau du sommeil. Parce qu'à Diagonale des Fous, j'avais fait en 45 heures et j'avais prévu de dormir un tout petit peu, faire la 10-15 minutes de sieste de ce que j'avais lu en lisant un petit peu la littérature spécialisée, en passant par les navigateurs. D'ailleurs, je crois que tu vas en recevoir un prochainement, en passant par ce qui se passe dans l'armée, euh, ce qui est discuté par exemple avec des gens assez compétents comme Guillaume Millet sur le principe de la chasse d'eau. Euh, 15 minutes. Je me suis mis sous un sapin avec un autre coureur et on a essayé de dormir 15 minutes, j'y suis pas arrivé. Pendant 15 minutes, j'ai regardé l'arbre en disant mais j'y arrive pas, il faut que j'y arrive pas. Aujourd'hui, toutes choses étant égales par ailleurs, lors de cette course avec moi, je me serais pas allongé et arrêté. Et je sais aujourd'hui que je peux tenir, à cette époque, je pouvais tenir 45 heures sans dormir. Mais je savais pas, hein. Pour moi, c'était une grande inconnue, mais je peux le faire. Euh, C'est énorme. c'est énorme, oui et non en fait. C'est énorme parce que, en fait, ce que je crois et ce qui est plus dans mon domaine professionnel, sachant que je suis pas psychiatre, je suis pas neurologue ou scientifique, pendant 6 mois, si tu te dis que tu as quelque chose de grave qui va arriver, d'extraordinaire, d'accord, donc quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça te travaille en fait. Et tu sais que ce jour-là, c'est ce on peut appeler au-dessus de la gestion du stress, le flow. T'es programmé pour dire, là mon gars, il va sortir toutes tes ressources au maximum. Après, tu vas peut-être épuiser pendant 3 semaines. Euh, Diagonale des Fous, j'avais fait un bon truc. Je m'étais planté sur des courses où j'arrivais, la course est partie à 3 heures du matin, j'arrivais à 20 heures après une semaine de boulot, j'avais même fait un voyage à l'étranger avec l'avion, etc. Je prends mon ticket, je me trouve un coin pour me reposer, c'était un désastre. Charge mentale trop importante, physiquement fatigué, la course était un désastre. La Diagonale des Fous, je m'étais mis 5 jours dans un hôtel où j'essayais de dormir le plus possible et de rester le plus allongé possible. Je m'étais mis dans l'idée de, de dire, je dois accumuler de l'électricité. Parce que, on en parlera peut-être plus tard, mais la charge nerveuse est très importante dans ces ultras, en fait. Et ce qui se fatigue le plus, c'est pas ton muscle, c'est l'ordre nerveux de dire à ton muscle de se contracter. Et je restais allongé, j'essayais de me coucher le tôt et j'essayais de dormir le plus long possible. Je faisais j'essayais de faire des grasses matinées, je traînais au maximum. Je sortais toujours 45 minutes pour courir, pour m'acclimater. Tu sais, c'est du 30 degrés avec presque 100% d'humidité. Donc là, tu comprends pas trop, ton corps il comprend pas. T'as ton nez qui coule de sueur à la première sortie. Donc il y a une acclimatation obligée aussi au niveau de la température que du taux d'humidité. Mais je me suis dit maintenant, quand tu attaques des grandes courses comme ça, n'y va pas vite fait après ta semaine de boulot. Tu vas te planter en fait. Et donc cette idée d'affûtage en fait nerveux, ça avait marché pour moi. Encore une fois, je parle pour moi, ça avait bien marché. Pour le marathon des sables, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est plus diffus comme résistance au sommeil parce que ta tente, en fait, c'est quoi? Ils mettent un tapis par terre et puis ils prennent un deuxième tapis qui tire avec des cordes, mais le sable, il passe. En fait, tu manges du sable. Tu as du sable dans la bouche, tu as du sable dans les oreilles, t'es avec le sable pendant une semaine. Donc, en fait, il y a toujours quelqu'un qui tousse, il y a quelque chose, tu vois, t'es dans un camp, les tentes, elles sont les unes contre les autres, ils font ce beau cercle. Je sais pas si tu as déjà vu ces photos. Si, bien Donc, au sûr, ouais. final, va savoir si certains prennent des cachetons le soir, plus ou moins homéopathiques ou autres, très naturels, si d'autres mettent du plus fort suivant à quel point cette course est importante pour eux, c'est un autre sujet. Mais le fait, c'est que bon, bah tous les jours tu cours en moyenne un marathon, à un moment donné tu tombes de fatigue en fait. Et le matin ça pique, mais le sommeil n'a pas été mon problème. N'a pas été mon problème. Euh, je crois que tu es père de famille. Tu as dû sentir à un moment donné que ton sommeil il est cassé pendant des périodes. On lit que, par exemple, dans ultra-trail, il y a un stress la dernière nuit, on dort mal, où il faut se lever à minuit, 1 heure du matin, donc on dort quasiment pas parce que on est dans un hôtel ou dans une tente ou dans un camping-car, on repart, que c'est la nuit d'avant qui compte. Euh,
c'est un sujet intéressant, mais ça se programme en fait. Et je crois que dire c'est un événement qui va être l'événement de l'année pour moi, je m'entraîne. Je peux le préparer aussi que 5 jours avant, essayer de me décontracter le plus, peut-être passer ce temps-là avec ma famille justement, qui m'a peut-être pas vu certains dimanches matins lorsque je faisais des sorties de 5-6 heures. Euh, la littérature en parle aussi dans des choses un peu exceptionnelles. Je crois que tu peux aller voir chez Chris McDougall avec Heroes. Tu vois, pendant la guerre, tu as des gens qui ont traversé les Alpes avec des sabots en tenant des enfants dans leurs bras. Tu vois. Donc, qu'est-ce que tu t'es mis dans la tête pendant ce moment-là, en fait? Tu vois, quand tu es dans un état de dire j'ai un job à faire, je l'ai programmé depuis 6 mois, et tu es assez fit mentalement en disant entre guillemets je suis au combat, tu vois, je suis dans l'action, donc tu éveilles tout ton système sympathique, ton système nerveux. Euh, euh, le sommeil ne fonctionne pas comme si tous les jours là, si demain matin je te dis tu vas faire un marathon alors que tu cours plus qu'un marathon, tu vas te dire je vais pas y arriver parce que je te surprends en fait. Exact. Que je vois l'idée de cette distance qui est limitante ou barrière de ce départ imprévu. On a tous cette distance-là comme ça. Quand on parle à ton entourage, déjà pour certains, faire 5 kilomètres, c'est insurmontable. Mais même si Effectivement. toi tu es capable de faire un ultra, si demain tu me dis tu fais un marathon, je te dis je fais pas en fait. Je me suis pas mentalement mis dans la tête que je vais faire un marathon demain matin. Je je le ferai pas en fait. Je C'est ne le vrai, il ferai pas. faudrait une raison supérieure à juste l'envie en Oui, fait, enfin juste maintenant l'envie de quelqu'un d'autre quoi. maintenant le sujet qui est assez intéressant et qui est venu un peu sur la table cette année en 2022 dû à des accidents graves comme il y a déjà eu des Guignols des fous ou autres, c'est qu'à un moment donné, tu peux te finir dans l'expression, tu peux aller au bout de tes ressources cognitives et mentales en course à pied. Puis au final, contrairement aux cyclistes, tu mets juste un genou à terre. Sauf que l'ultra, c'est un peu plus dangereux que ça. Et si tu tapes un caillou, il y a une falaise, ça peut être dramatique. Ou tu peux te planter en descente et puis tu peux taper là où il faut pas taper en fait. Donc à un moment donné, il y a cet arbitrage où aussi moi je reviens sur cette idée d'aller à fond en disant il faut que j'arrive un petit peu à dormir parce qu'au final mon temps à 10 minutes, 15 minutes près, je m'en moque à mon niveau. Par contre, voilà, j'ai une famille, j'ai des gens autour de moi et je vais pas tomber d'une falaise parce que je suis dans un état de fatigue extrême. Je te rejoins totalement sur la capacité au corps à s'endormir, peu importe le lieu, et ça, c'est ce que j'ai vécu sur la TDS où je m'endormais vraiment, mais n'importe comment, et juste sur une courte durée, sans mettre de réveil, 10 minutes, Mm. en restant justement dans un lieu qui était assez inconfortable pour justement juste avoir le petit temps de régénération des batteries et hop, on est reparti. Par contre, sur l'avant, tu vois, j'aurais vraiment adoré en fait pouvoir faire une sieste avant le départ parce que et je m'étais dit, d'habitude, je m'endors assez facilement, assez naturellement entre 9h30 et 10h30, il n'y a pas de problème en fait. Et je m'étais dit, un départ à minuit, je vais m'allonger à cette heure-là. Normalement, si mon corps suit son rythme habituel, ça devrait pas poser de problème. Eh ben non. Alors, il y a évidemment le petit stress du départ qui génère, mais en fait, je sais pas s'il existe justement des méthodes pour pouvoir s'endormir n'importe quand, heu, peu importe les conditions. Alors, il y a deux choses, c'est que si tu mets dans ton planning annuel un événement extraordinaire qui est la TDS, est-ce que ça mérite pas que les 4-5 jours d'avant soient adaptés par rapport à cet événement? Tu vois, est-ce que tu n'étais pas à fond dans ton boulot, essayer de régler 50 trucs et que tu es arrivé le dernier jour avec plein de choses ce qu'on appelle une charge mentale déjà au paquet? C'est c'est extrêmement important ça, ce que tu dis, parce qu'effectivement j'étais là-bas à Chamonix, j'en ai profité pour faire des enregistrements, le Voilà. jour même du départ, j'ai Bon. fait 2 enregistrements. Donc, tu, alors, tu vois, c'est ce que quand je parle avec mes patients dans le cadre de la gestion du stress, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu sois connecté avec ton corps et d'une certaine manière, je veux dire que ce jour-là, quand tu as fait ça, t'étais pas respectueux de ton corps parce que tu avais demandé à ton corps de faire un effort extraordinaire
Et toi, t'es même pas de dire, écoute, comme tu vas faire un truc qui est bon, machin, je vais te lâcher un peu, on va s'allonger, et puis je coupe, en fait. Et je pense que c'est, ces 2, 3 jours avant doivent être vraiment adaptés à pas dire, et quand tu fais un podcast, quand tu travailles, il y a du stress, en fait. Et évidemment, ça va pas t'aider à ton sommeil parce que tu es déjà avec une charge mentale qui est pleine de plein de choses. Après, pour répondre à ta question sur des techniques de s'endormir, en fin de compte, les techniques qui vont t'amener à t'endormir, c'est les techniques qui t'amènent à te décontracter le plus possible. Donc là, on va glisser à une deuxième, peut-être au deuxième sujet, si tu veux bien, sur ce que je fais au quotidien. C'est qu'évidemment, avec des techniques de respiration où tu vas calmer ton corps, le détendre, parce que si tu te détends au niveau de ta respiration, tu arrives à oxygéner ton corps correctement, à un certain rythme, automatiquement, tu arrives à un certain calme. Et c'est ce calme qui aide le guerrier qui est en toi à se dire, bon, on va poser les armes et on va s'endormir. D'accord? Et c'est ça qui est important. Si tu mets ton corps, et c'est ce qui se passe par exemple avec les cadres qui ont des ruminations le soir à dire, ah, il m'a dit ça au meeting, le salaud, machin, il s'est passé ça, j'ai pas pu répondre, l'autre il m'a fait ça. Ce que tu mets dans ton esprit, c'est le combat, c'est la guerre. Et tu peux pas dire à ton corps le soir ou avant ta course, écoute, il va se passer plein de trucs, ça va être effroyable ce qui va se passer dans les 46 prochaines heures. Et surtout, ce serait sympa qu'on dorme 3 heures. Ok, bah, tu vois, si tu es en équipe avec ton corps, parce que pour moi, la connexion corps-esprit est super importante, et je parle avec un track trainer, donc évidemment, il va être d'accord avec moi, c'est qu'à un moment donné, il y a un moment donné où il faut que tu sois sympa avec lui et lui dire, écoute, on va faire quelque chose de hard, tu vois, on va se reposer, on est bien tous les deux, et puis ce soir, mais t'inquiète pas, tout est prévu. Évidemment, ta préparation mentale va aussi beaucoup t'aider. C'était la première fois que tu faisais une TDS ou pas? C'était le deuxième départ de la TDS. L'année dernière, j'ai été lancé sur la TDS, mais j'ai été arrêté parce D'accord, qu'il y avait eu le mort sur la course. Ouais. d'accord, bah, voilà. Compris. Donc il y a des techniques de respiration. Alors pour parler de la respiration rapide, c'est un peu compliqué dans un monde où les gens ils veulent tous des trucs magiques parce que la respiration on l'a dès le premier jour, bien évidemment. Euh, Quand j'inspire, en fin de compte, j'ouvre un certain nombre de canaux et l'inspiration va inciter à l'activité du nerf cardiaque qui va lui-même mettre en place tout ce qui peut être dans le sens de l'action, du mouvement. D'ailleurs, quand tu dois lever une malle lourde, tu vas avoir une grande inspiration avant d'attaquer. Et au contraire, l'expiration va plutôt solliciter le nerf vague, qui va être dans le calme de la décontraction. Donc de là, on va pas en parler 3 heures, mais tu as plusieurs exercices dont certains t'ont déjà entendu, respiration triangulaire, rectangulaire, cohérence cardiaque, etc. En respirant calmement, d'une certaine manière, tu arrives au calme. Euh, Par exemple, dans le cas des urgentistes et des pompiers, si tu veux, on parle souvent de plus en plus de techniques que quand tu vas en caserne rapidement avec ta voiture civile, parce qu'il y a un appel pour les pompiers volontaires, il y a des petits exercices de respiration que tu fais pour justement y aller calmement et ne pas te précipiter, tout comme tu te prépares à ta future tâche lors de l'engagement, à être calme possible. Et tu le gères par rapport à la respiration. Et tu vois aussi, par exemple, avec les enfants, si tu as des enfants en jeune âge qui ont tendance un peu à s'énerver parce que l'autre il n'a pas été sympa, tu dis écoute, avant de réagir, tu respires 20 fois tout doucement et tu vois qu'en fin de compte, le courant parasympathique a pris le pouvoir et la personne se calme. Voilà. Le Hmm. deuxième type d'exercice, des exercices on va glisser sur le sujet de la validation positive, où en t'habituant à te mettre dans certains contextes, tu arrives à une décontraction totale et un bien-être. Voilà. Alors, Puis, oui. tu vois, quand on parle de ces sujets-là, Mhm. et je suis sûr que parmi nos auditeurs, il y en a, il y a toujours des gens qui se disent encore, et moi le premier en fait, je fais pas ces exercices-là au quotidien, et Ouais. etc. Heu, comment mettre ça en place concrètement? Alors, respiration, on va être très rapide. S'expliquer, on va parler de la cohérence cardiaque en fait. Donc c'est partout, c'est aussi sur ma chaîne YouTube Marco Pao. Euh, il y a cette règle 365 donnée par Aware qui est 3 fois par jour, je respire pendant 5 minutes, pendant 5 secondes j'inspire, pendant 5 secondes j'expire, et c'est tout. D'accord? OK.
Et ça, toi, dans ta routine Excuse-moi, quotidienne, attends, je vais te dire une bêtise parce que c'est 365, c'est bon. 3 fois par jour, je respire pendant 6 minutes. Attends, j'ai juste un doute pourquoi il y a le 6. Je respire 5 secondes et c'est 6 minutes. C'est pendant 3 fois par jour, voilà, je respire 6 fois par minute pendant 5 minutes. Faut que je regarde ça, en fait. Tu vois, des questions pas préparées. Là, voilà, on y est. Tu vois, alors là, je passe en live et tout, il faut que je regarde. Voilà. mais Pourtant, c'est pas grave. Moi, j'ai Google à côté de moi, on a le droit de céder. Hein. j'ai Aware 365. Non, mais en plus, j'ai fait une vidéo là-dessus. 365. Pourquoi 3 fois par en fait, jour, 6 compte l'idée, respirations par minute pendant 5 minutes. voilà, ouais. Donc, en fait, compte, c'est 5 secondes inspi, 5 secondes expi, Mhm. ce qui fait 6 respirations par minute. Voilà. Et en fait, les gens, ils vont dire, OK, je l'ai fait une fois, mais faites-le 10 jours. Que les personnes le fassent réellement 10 jours, et après, elles m'en parlent. Elle revient en disant non, ça n'a vraiment pas marché. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce rythme-là, pour faire court, on arrive à être en cohérence avec le cœur parce que il y a un certain hertz à 0,10 qui passe et on équilibre le système nerveux autonome, sympathique et parasympathique. Euh, ces outils-là, isolés, la cohérence cardiaque, quand je les utilise, c'est dans un dispositif où il y a d'autres choses en fait. C'est pas seulement cet exercice-là que vous faites dans le métro. Mais au bout de 10 jours, moi j'ai ressenti de très bonnes choses. Et lorsque j'ai un pic d'anxiété ou de stress à un moment donné, boum, je le refais. Déjà les 5 secondes, je le fais sans m'en rendre compte. Rien que inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes, c'est long. Et ça vous demande déjà de bien vous détendre en fait. L'autre élément aussi, c'est quand on est soumis au stress, on respire mal. Et donc, quand les gens viennent me parler de stress, souvent, je regarde plutôt leur sternum que ce qu'ils me disent, et je vois rapidement qu'ils sont complètement bloqués. Et expirer 5 secondes, tu vois que tu sors pas mal d'air vicié, d'air où il y a plus de dioxyde de carbone que d'oxygène. Voilà. Mais concrètement, parce que Ouais, là en fait, l'exercice il est finalement simple à mettre en place et ouais, tout le monde a ses 5 minutes 3 fois par jour. Tout le ouais, monde a un quart ouais. d'heure. C'est juste de temps de le faire en fait, s'organiser et puis euh, on l'a. Qu'est-ce qu'on peut recommander aux auditeurs pour que d'une, ils le mettent en place et de deux, quels sont les effets que l'on peut attendre concrètement? Tu sais, quand tu pars en vacances une semaine ou deux, et par exemple tu marches sur le bord de la plage, t'es pieds nus, et tout d'un coup tu dis, je marche beaucoup plus lentement que d'habitude, et quand je respire, je sens l'ensemble de ma cage thoracique beaucoup plus mobile. Je me sens beaucoup plus moins tendu. Et quand quelqu'un peut me dire quelque chose, ça me touche beaucoup moins. Tu vois tous ces concepts-là? Je vois. Voilà. Donc si tu as fait 2 podcasts à Chamonix et tu pars dans 3 heures et que tu es bloqué, tu es tendu, automatiquement ta nuit se passe mal et aussi ton départ se passe mal parce que évidemment ces ultra-trails sont très demandeurs en énergie nerveuse. L'idée de la respiration, c'est euh, d'arriver à détendre son corps, ses muscles, ces tensions nerveuses qu'on a dans les muscles, pour que ça détende ce qu'il y a dans la tête. Le chemin, il est bilatéral en fait. D'accord. Et Mmh. à ce rythme précis, tu amènes un équilibre au niveau de ton système nerveux autonome. Maintenant, ce Donc en qui, fait, ça va nous aider à apprécier de façon plus intense le quotidien et à le gérer sans être sous le coup d'une impulsion, quelle qu'elle soit, émotive. tu vas optimiser l'ensemble de tes ressources, que ce soit cognitives ou physiques, parce que tu es bien, tu es à l'aise, tu n'es pas tendu. Tu vas être beaucoup plus souple. Et d'un point de vue sportif, évidemment, plus je suis détendu dans ma foulée de courir à pied, je sais pas si des fois tu t'amusais à essayer de dire je dois me détendre le plus possible. Ma main elle doit être détendue, je regarde mes doigts qui flottent, ma jambe qui est en l'air, je vais pas la détendre complètement parce qu'elle est en l'air, le psoas il a bossé, mais j'essaie de me détendre le plus, tu vois que dans ta foulée, si tu arrives à être le plus détendu dans ta foulée,
euh, moins tu prends de ressources pour faire ta course en fait. Alors c'est une des grandes capacités que je vois avec les coureurs, c'est que oui, il te faut des capacités cardiovasculaires, des capacités tendineuses, musculaires, mais je trouve qu'on parle pas assez de ta capacité à te détendre pendant l'effort. Donc tu le vois bien en fait quand tu vois les Usain Bolt ou autres qui s'amusent à faire leur danse, ou certains boxeurs qui font, bien sûr qu'ils ont un style, mais s'ils s'amusent à être détendus comme ça, c'est qu'ils recherchent l'état de détente. C'est la même chose avec les boxeurs. Plus tu es détendu, plus tu arriveras à contracter très économiquement ta fibre musculaire. Donc plus tu arrives à être détendu jusqu'à un certain point, parce qu'après si t'es trop détendu, si tu t'es mis trop dans la tête que ça va être les vacances, ça va être tranquille, tu vas pas être prêt face au challenge, parce qu'à un moment donné, tu sais que ça va piquer et qu'à ce moment-là, il va falloir que tu mordes un petit peu. Mais plus tu arrives à être détendu jusqu'à un certain seuil, plus mieux tu vas optimiser ta course. D'ailleurs, tu le vois sur le visage des gens au départ, tu vois que c'est tendu en fait. Tout est tendu. Donc ça, c'est la respiration. La visualisation positive, c'est un outil qui marche très bien, qui est beaucoup plus impactant que la respiration. La respiration, c'est plutôt, pour moi, comme je le vois, plutôt diffus. C'est plutôt, ça se met dans un principe où on va le voir au bout d'une dizaine de jours, et ça va être une base. Maintenant, tu dis à n'importe qui s'énerve, tu sais quoi maintenant, à chaque fois que tu t'énerves, tu respires doucement pendant 5 secondes, t'expires pendant 5 secondes, t'inspires avant de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit, tu vas voir qu'il va faire beaucoup moins de bêtises. D'accord? Ce qui peut être assez perturbant quand tu es face à quelqu'un et qu'il y a un petit conflit, Hum. de voir justement prendre ce temps de respirer avant de répondre. Euh, L'apnée de l'email, on tout à fait. Tu as le stress qu'on appelle l'apnée de l'email qu'on les cadre, surtout avec le télétravail. Je sais pas si t'es déjà arrivé, toi, de répondre à un email un tout petit peu trop rapidement, que si tu avais un peu attendu, ça serait peut-être plus intelligent. je l'ai Non? encore fait la semaine dernière, ça, de répondre sur le coup de l'impulsion à quelqu'un qui m'a Ouais. énervé. Ouais. Voilà. Mais je Bon. pense que là, aujourd'hui, j'aurais répondu encore la même chose, peut-être avec même d'autres Oui, bah, arguments. des fois, il y a des impulsions correctes, mais des fois, il y a des impulsions, tu te dis, ouais, j'ai exagéré, machin. Mais le, Et je vois de quoi tu parles. la respiration, en fin de compte, c'est cette machine qui amène de l'oxygène à chacune de nos cellules, et chaque cellule est une usine, et dans chacune de ces usines, il faut des intrants, des inputs, des ressources, et l'oxygène avec les acides aminés et d'autres choses vont faire partie de ces. Et lorsque ta cellule a travaillé, cette usine, donc, elle a fait des déchets, du dioxyde de carbone, donc il faut le reprendre. Donc la respiration, c'est cette machine qui vient donner des éléments à chacune de cellules qui fonctionnent, et qui vient aussi reprendre ces déchets qui les sortent du corps. Et en respirant à un certain rythme, on arrive, en titillant le nerf vague ou en titillant le nerf vague et le nerf cardiaque, à se toucher des systèmes électriques bien spécifiques comme le système nerveux autonome. Donc après, on peut avoir le débat le plus technique et scientifique qui soit, euh, tester 10 jours, et si vous n'y arrivez pas, vous contactez-moi en disant mais ça marche pas du tout. Ce serait très intéressant. Mais il faut le faire 10 jours sérieusement. Alors, le matin, parce qu'on a un pic de cortisol le matin, ce qui est normal, parce que le matin, tu sors ta caverne pour aller chercher à manger. Donc, on a un pic de cortisol. Donc, arriver à le bloquer dès le matin en faisant ça, c'est pas mal. Après, éviter juste après le repas, parce que normalement, on est un petit peu fatigué après le repas, donc ça aide pas. Puis le troisième, par exemple, c'est surtout si on a du mal à se coucher, à dire tiens, je me couche. Alors évidemment, vous allez trouver plein d'applis avec une petite boule qui monte, qui descend, etc. Bon, c'est peut-être le moment justement de petites applications, dire 1 et 2 et 3 et 4 et 5, ça fait 5 secondes, d'accord? C'est pas mal. Et puis après, bon, avec mes patients, parce que j'ai un logiciel justement qui va justement calculer cette variabilité cardiaque. Et plus tu es bon dans ce domaine à respirer correctement, plus ton corps va dans cette capacité à monter dans les tours et à baisser ce qu'on appelle la variabilité cardiaque, c'est-à-dire l'espace qui est entre chacun de tes battements du cœur. Et donc, tu as une certaine flexibilité. Il t'arrive quelque chose, hop, tu t'accélères, et puis après, hop, tu redescends. Et cette variabilité, cette flexibilité montre que tu es dans un équilibre de ton système nerveux autonome. Hmm. Est-ce que toutes ces recommandations que tu donnes, et là encore une fois, c'est pour les auditeurs qui seraient peut-être les plus sceptiques, euh, ce sont des optimisations de notre mode de vie, ou finalement, toi, tu les placerais au même rang que l'importance de bien s'alimenter, de bien dormir, etc. Alors, euh,
sachant que nous sommes le produit de ce que l'on mange, ce que l'on entend, ce que l'on pense, ce que l'on dit, l'oxygène que tu rentres fait partie de tes ressources en fait. Donc évidemment, beaucoup de gens vont parler qu'ils ont mal en haut du dos à cause du stress, mais c'est aussi des fois tout simplement parce qu'ils n'expirent pas assez. Dû au stress, ils gardent toujours une quantité d'air vicié dans leurs poumons et que en respirant correctement, dont avec le ventre, on arrive à des choses beaucoup plus saines dans sa vie. Euh, le yoga va l'utiliser, la méditation va utiliser beaucoup de choses de la respiration. Euh, Écoute, je sais pas si des fois tu as des situations d'urgence où tu dois aller d'un point à un autre, mais tu t'amuses à dire tiens, la prochaine fois que ça me pique un petit peu ou il y a un truc qui m'énerve, tiens, je m'amuse à respirer doucement. Évidemment, ça va être comme la visualisation positive, il faut le faire régulièrement et c'est un entraînement en fait, c'est une capacité. Tu la comptes aussi quand tu cours. La prochaine fois que tes auditeurs courent, dire tiens, comment ça est au niveau de ma respiration? Comment je suis là? Est-ce que, tu vois, il y a ces principes de la marche afghane où il y a des techniques de respiration bien précises sur la marche afghane. Euh, Comment je suis? Est-ce que j'expire correctement ou est-ce que j'accumule ou est-ce que j'attends d'exploser pour un coup être en anaérobie alors que je pourrais l'éviter? Bon, ça, c'est la respiration. Euh, et c'est une chose qui me semble assez intéressante et qui peut t'amener aussi à être plus calme. Hmm. Surtout avant un départ où tu vois que ça stresse pas mal. Le deuxième, c'est un sujet qui est beaucoup plus direct et qu'on sent plus sur le moment, qui est l'alimentation positive et que j'utilise quasiment tous les jours parce que ça a assez de bons résultats. Et donc, je sais pas si tu vois le concept Alors, ou si tu moi, veux ça en me parle, parler ou hein. si tu veux trop de ce sujet. Bien sûr, on va rentrer sur ce sujet-là, évidemment, mais je te laisse le présenter. Alors, la visualisation positive, c'est cette capacité à se représenter une situation et de lier une émotion et une sensation avec. D'accord? En fait, notre cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réellement vécu et ce qui est visualisé. Hmm. La visualisation positive, en fin de compte, elle va impacter physiquement, et je vais l'expliquer, notre cerveau, parce que elle va utiliser ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Alors, la C'est plasticité ce qu'on cérébrale, on donne souvent l'exemple de ne pense pas à un éléphant rose et hop, là, tu penses à un éléphant rose. exactement, parce que là, il y a un processus de négation, en fait, Hmm. qui fait que la négation n'est pas comprise, en fait. Mais pour rester sur le concept de plasticité cérébrale, c'est en fait très simplement que chaque neurone euh, peut avoir jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones, et ces liaisons dépendent de ce que tu pratiques le plus. Donc, à force que tu fais tel mouvement, ou que tu visualises dans ta tête tel mouvement, ou que tu as telle façon de penser sur un sujet, capacité à la critique, voir le mal partout, etc., ça crée des connexions entre deux neurones. Au début, c'est une petite substance chimique autour du neurone pour créer une relation temporaire, et à force, eh ben, cela constitue quelque chose de plus solide et de plus structuré, au point que ton neurone peut changer de forme et de position. D'accord? Mhm. Donc, plus je pense à un mouvement particulier, plus mon cerveau a l'impression qu'il l'a fait des 10 000 fois, en fait. D'accord? Donc, on a, par exemple, typiquement, le, le sportif, type boxeur point-pied, il met en place une spéciale, comme on peut dire, je baisse un petit peu, ton adversaire, il baisse la garde, d'un coup, tu fais tel coup de poing, tel coup de poing, tel coup de pied, ça part tout seul. À une telle vitesse qu'en fin de compte, l'acteur en lui-même, le sportif en lui-même, voit partir le truc extrêmement rapidement. Parce que c'est pas un ensemble de X mouvements, c'est un seul mouvement qu'il a mis en place. Euh, Au quotidien, le fait de visualiser un endroit où tu te sens extrêmement bien, où tu peux le décrire totalement, et tu y mets une émotion de bonheur et de calme, euh, tu t'entraînes
à rentrer dans un calme intense par rapport à ça. Par exemple, j'ai une visualisation qui est disponible sur mon site, qui aujourd'hui, euh, quand j'ai quelque chose qui sort de l'ordinaire, je l'écoute ou je la fais moi-même avec le temps parce que je connais le texte par cœur. Euh, et je suis quelqu'un plus ou moins de naturellement tendu, speed, voilà, qui réagit assez rapidement aux choses. Et, et là, en 60 secondes, je suis dans un état de calme à sentir mon cœur qui bat, en fait. À force de visualiser ce mouvement ou cette situation, j'y associe une émotion et aussi une sensation. Et c'est ça la visualisation positive. Je suis un joueur de football, je dois faire des pénaltys, il y a plusieurs dizaines de milliers de gens qui me regardent. Évidemment, je suis face aux tribunes des adversaires. Je sais que si je loupe, j'ai loupé ma situation de titulaire. On peut comprendre que c'est énorme la puissance qu'il faut pour dire j'y vais tranquillement. Je vais taper dans la balle comme si c'était avec mes potes le dimanche matin. Tu vois, les gens, tu vois, il y a des gens qui viennent me voir, type musiciens, adolescents, qui sont dans le classique et donc ils ont des concours au conservatoire. C'est énormément de stress pour ces ados. Il y a des passages un peu compliqués où ils doivent être très rapides et ils se disent non mais c'est là où je vais me planter en fait. La visualisation positive va aider par rapport à ça. Donc ça aide soit à un niveau de stress général et j'utilise certaines visualisations positives pour baisser un stress général en t'imaginant dans le plus bel endroit que tu veux t'imaginer, ce qui t'évite d'y aller. Et d'autres qui sont des cas particuliers. Donc, tu penses au sportif qui doit avoir de l'adresse, tu penses au cadre qui doit prendre la parole, ou encore, ou encore des cas plus larges de gens qui ont des problèmes de confiance en eux, et tu essaies de faire un film sur les choses qu'ils ont réussi à faire. Euh, mais encore une fois, c'est des choses qui demandent de l'entraînement. Et dans un monde où on veut chercher toujours l'exceptionnel, la queue de cerise, l'autre bout du monde qui te fait maigrir de 10 kilos ou qui est du superfood, c'est toujours un peu compliqué d'expliquer en disant mais on a déjà tous nos outils. Tu sais, il y a cette légende hindoue qui dit que les dieux nous ont retiré le pouvoir ultime et ils ont voulu le mettre en haut de la plus haute montagne, mais ils savaient qu'un jour on allait atteindre la plus haute montagne, puis au plus fond des mers, ils ont dit mais tu sais quoi, les secrets de l'homme, on va les mettre au fond d'eux-mêmes, ils iront jamais le chercher. C'est un peu l'idée, en fait. C'est un peu l'idée qu'on a des outils en nous et que c'est sûr qu'ils viennent pas tout de suite, mais ils fonctionnent. La visualisation positive, c'est un truc qui a commencé, je crois, dans les années 70, 80, avec l'étude de Bas-Lotto à Chicago, avec des tests sur des équipes de basketball. Il y a des équipes qui faisaient des tirets francs équivalents, une autre qui faisait pas de tirets francs du tout, et une autre qui visualisait. Et regardait les résultats. C'est assez documenté en fait, ce concept. Mais il est sûr que tu dois être maître. Je t'interromps juste parce que j'entends souvent parler d'évaluation positive. Quand en fait, quand il y a toute une cuisine qui est pas style, je m'imagine super en train de courir la TDS et je fais des sprints dans les côtes et je tape dans la main de Kylian en disant ça va mec, tu vois un peu d'eau et puis tu vois Mathieu Blanchard qui fait mais qu'est-ce que t'as un problème et tu passes en sprint. C'est pas ça. Tu vois, ça, c'est la visualisation positive sur Wish. La visualisation positive, elle commence déjà par un travail où la personne va te parler et va te mettre dans un état de onde alpha, qui, pour faire court, c'est un état presque qui ressemble à ton état d'éveil. Quand tu te réveilles le matin et t'es calme, tu vois que tu es dans un état semi-inconscient. Bon, voilà. Les spécialistes vont dire qu'on est à un moment donné où on est en harmonie au niveau de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit du cerveau. Et là, tu es prêt à écouter un speech, en fait, qui est au début un peu standard, et puis plus tu connais la personne, ou plus tu te connais, tu arrives à te l'adapter. Et je propose seulement aux gens de se connecter par rapport à mon site pour écouter celle-là qui dure 10 ou 15 minutes. De là, à force, tu dis, mais je me sens bien. Il y a des endroits où tu te sens bien. Il y a bien un paysage ou un jardin, quand tu es assis sur un banc où tu dis, je me sens bien là. Et en un instant, tu te décontractes. Typiquement, on donne l'exemple comme introduction de certains aliments. Tu vois, si je te demande de fermer les yeux, ne le faites pas si vous êtes en voiture ou en train de piloter un avion, mais si je te demande de tout doucement imaginer que je vais rapprocher à côté de ta bouche un citron, je vais le faire rapidement, mais si je prends le temps d'expliquer à quoi ressemble le citron, etc., il y a de grandes chances que tes papilles gustatives réagissent et tu commences à saliver. Je sais pas si tu as déjà eu ça avec certains plats, on dit tiens tu vas manger ça, ou tiens l'idée de cornichon te fait réagir. En fait, quand tu as une réaction physiologique, et comme tu as une réaction physiologique à
à une image, à, à un paysage que tu as en tête ou que tu es en train de faire quelque chose, ton corps va le vivre et tu vas créer une émotion par rapport à ce moment-là, une sensation qui va après ancrer dans ta tête. Ce qui fait que aujourd'hui, tu peux arriver à faire certaines choses et tu es super à l'aise, et d'autres en disant oh là là, je vais avoir du mal. Et pourtant, tu l'as fait le même nombre de fois. C'est hyper intéressant ce sujet et ça mérite de le détailler en profondeur parce que des applications concrètes dans le monde du trail et de l'aventure, on pourrait en voir tout un tas. Et là, quand tu vois, en t'écoutant, je repense à l'échange que j'avais eu avec Guillaume Artus c'est un des tout premiers épisodes du podcast, je crois que c'est le numéro 3, quelque chose comme ça. Qui disait, quand il a fait sa Via Alpina, qu'il avait imaginé en fait tous les scénarios qui pouvaient lui arriver. Donc Exact. typiquement, je me casse une jambe, qu'est-ce que je fais? Mm, Je mm, vais pas me casser réellement une jambe pour apprendre à réagir, quoi. mm, Donc du coup, il avait fait de la visualisation. Je m'imagine sortir tel équipement, m'asseoir de telle façon, enfin voilà, concrètement quoi, de s'imaginer le faire. Et en fait, alors sans aller dans l'extrême comme ça, et on peut se dire, euh, pour un trailer qui prend le départ d'un trail, peu importe la distance, hein, mais s'imaginer, je suis perdu, j'ai plus de balisage autour de moi, comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Je m'imagine, je ferme mes yeux, je m'imagine. Voilà, c'est ça la visualisation positive. Et en fait, des applications, il y en a vraiment tout un tas dans le monde du trail. Alors, je vais juste mettre un petit bémol en disant là, on parle de deux concepts. Le premier, la visualisation positive, va être d'associer une émotion, une sensation par rapport à une situation. D'accord? Donc, je suis un départ de trail, j'ai tendance à être méga anxieux, je flippe tellement que je sais qu'au final, je me retourne le système gastrique, donc après, je peux plus rien manger. Bref, je me gâche tout parce que au niveau du stress, c'est trop. Donc, je vais faire ce qu'il faut pour que, au moment du départ, j'associe ce moment comme un moment de calme et de plaisir. C'est visualisation positive. Tu vois, associer une émotion et des sensations à un événement, à une situation. Ça, c'est visualisation positive. Le deuxième va être de dire je suis dans l'anticipation et je me fixe des protocoles selon les situations. Ce qui m'arrive moi en disant j'abandonne si j'ai ce type de problème et si j'ai ce type de problème, je vais pas abandonner et je vais serrer les dents. Je me suis fixé des règles. Et en préparation mentale, je pense que c'est un moment extrêmement important en ultra de dire si j'ai ça, j'abandonne pas. Par contre, si j'ai ça, et tu fixes une règle déontologique à toi en disant si ça après j'ai un risque de blessure ou pire qui va durer plus de 3 mois, je refuse. Tu vois, les gens qui sont en déshydratation, problèmes gastriques, qui se foutent les reins en l'air après. Moi, je me mets carton rouge là-dessus. Je ne veux pas ce type de problème. D'accord. Par contre, j'ai une douleur au genou, pied ou machin. Je sais que bon, dans 3 semaines après, j'en parle plus. J'y vais quand même. Et puis voilà. Et c'est deux choses, c'est un peu deux choses différentes. La visualisation positive va permettre justement de dire dans telle situation, je veux y associer telle émotion et telle sensation. Et c'est à force de le faire et de faire ce travail en disant je vois cette chose, j'y mets cette sensation, cette émotion, et à force que quand je la vois vraiment, tu vois, tu penses vraiment au violoniste qui a un moment difficile et qui dit ah je déteste ce moment, ça va être l'horreur. Ou de celui qui apprend à conduire et qui a du mal au démarrage en côte avec une manuelle. Je me plante, et tu vois qu'il y a une grande partie, c'est psychologique en disant je me plante à chaque fois. Ou le mec qui fait des penalties, ou le joueur de rugby qui a du mal à la mettre entre les deux poteaux au dernier moment parce que dans sa tête il s'est dit je vais pas y arriver. Typiquement, si on reprend l'exemple qu'on avait donné au tout début de notre échange sur le marathon des sables, ce moment de l'endormissement aussi, c'est un moment qui angoisse. En fait, on peut se visualiser le faire comme étant sur un moment de détente.
Exactement. En Ouais. fait, quand si quelqu'un vient me voir en disant, moi, mon stress, c'est que je veux arriver à m'endormir très rapidement, et on utilise, bon après, tu as l'auto-hypnose, mais on va pas en parler aujourd'hui, mais la visualisation positive, dans ce cas-là, on va mettre en place une histoire avec un paysage bien particulier, dans un endroit où tu te sens très très bien, et ça peut être dans le désert et sous une tente, dans lequel tu te sens à l'aise, et dans lequel tu te sens en sécurité, et tu es bien là, tu es calme et serein, et tu es bien, tu es détendu. Tu sais que rien ne peut t'arriver, que tu es entouré d'amis et que c'est le meilleur endroit au monde. Et tu es bien et tu te détends. Et tu vois, c'est tout un texte, en fait. C'est un texte quand même, c'est, à la fois, tu écris de manière particulière, comme tu l'expliquais très bien. Il n'y a pas de négation, il y a pas de, il y a des mots que tu choisis. Donc, plus tu connais un peu ton client, si c'est dans le life coaching ou la prépa ou ton patient, lorsque je suis dans la thérapie, tu vas utiliser des mots qui vont pas accrocher ton esprit à penser à autre chose ou à ouvrir un truc qui est stressant. Mais, typiquement, le cas du fait que tous les soirs, tu vas penser à une histoire particulière, et peut-être que c'est l'histoire où tu t'endors très très bien sous une tente, et que tu es à l'aise. En fait, quand tu t'entends pas le soir au marathon des sables, c'est parce que, bien que tu aies couru un marathon, tu n'es pas fatigué, parce que dans ton corps, il a en tête que ce qui va se passer dans peu de temps, ça va être très très dur. Et ça, on est vraiment dans les bases du cortex limbique, que si tu dis à un soldat, ça va être la guerre, tu lui demandes pas de s'endormir tout de suite. Il va s'habiller et s'équiper pour aller à la guerre. Tu vois, tu dois prendre ça dans cette logique-là, en fait. Donc, à un moment donné, il faut que tu viennes mettre des pensées positives en disant, t'as fait ton taf aujourd'hui, tu t'es bien débrouillé, t'as bien mangé, et là, tu vas bien te reposer. Mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que le sommeil, en fait, il est, moi, je suis beaucoup plus flexible que toi en tant que coureur à pied sur le sommeil. Je suis persuadé qu'on peut tenir très très longtemps sans dormir. Alors, on a dit même des fous. J'ai eu ce concept d'hallucination, d'accord, Mhm. que tu comprends quand tu lis les explications de certains psychologues comme Piaget sur comment le cerveau, quand on est un enfant, commence à constituer les objets, parce qu'on voit que dès que tu vois la moitié d'un objet, en fait, tu commences à deviner l'objet. T'as pas besoin, tu vois la moitié d'un avion, ton cerveau il a dit c'est un avion, d'accord, pour schématiser. Et donc quand je cours et je vois une forme qui peut ressembler à un saxophoniste avec son saxo, et ben je voyais quand je courais un saxophoniste avec son saxo en pleine jungle en fait. Et parce que mon cerveau avait vu quelques traits et avec la fatigue, j'avais le reste de l'histoire en fait que certains psychologues C'est expliquent très bien. c'est génial, Mais et c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui mais disent au qu'ils voient début, des je disais, mais personnages de c'est quoi ces Disney. bêtises? Qu'est-ce qu'ils racontent ces gars-là, etc. Mais, mais tu vois ouais, ouais, j'ai vu des crapauds, etc. Mais en même temps, moi, je suis toujours méfiant si tu veux, dans ma liste de qu'est-ce sur quoi je peux aller où je dois pas aller. C'est là où je me suis dit, attention, tu vas dans des zones qui peuvent être dangereuses. Tu vois, j'ai quand même la crainte d'accidents assez importants par rapport à ça. Donc, je voyais que je commençais à toucher des trucs sur ces sujets, mais Jean Piaget, qui est un psy suisse, il explique comme ça que quand tu es un enfant, tu commences à voir, par petits traits, en fait, quand tu vois la moitié d'un serpent, ton cerveau, il a vu que il a défini un serpent avant que tu l'aies vu complètement. Et c'est le principe, justement, de ce qui se passe lorsque tu as ces hallucinations. C'est hyper intéressant Voilà. ça, j'avais jamais entendu, cette explication et Alors peut-être, bon, en tout cas, c'est la mienne et oui, c'est cohérent enfin. je suis pas neurologue, mais elle me paraît très sensée Mmh. par rapport au fait on n'attend pas de voir totalement rapidement une image pour définir qu'est-ce qu'est l'objet en fait. Et ça me semble une bonne explication. Et je pense que les passages de nuit, tu vois alors tu vois, toi, tu me parles du sommeil, moi j'avais une appréhension sur les courir dans la nuit pour te montrer à quel point j'étais devenu un citadin déconnecté de mon élément naturel qui est la nature. Et les passages en nuit réveillaient en moi des tensions, du stress en fait, tu vois, du stress. Et tu le vois qu'aujourd'hui on est déconnecté parce que quand tu regardes en soirée et le soleil commence à se coucher, que aussi bien les gens sont un petit peu indépendants quand ils courent, quand ils sont pas avec leurs potes ou avec leur mari ou avec leur femme, mais tu vois qu'en soirée il y a une vibration particulière que, comme ce qu'on t'apprend à l'armée, il faut mieux être accompagné en fait. Même si c'est plus idiot, il faut mieux être deux que seul. Et en fait, tu vois que tu cherches un binôme en fait. Tu cherches un binôme et tu cherches un trinôme et tu connais pas les gars. T'as jamais remarqué ça?
Alors, j'ai remarqué que certains le font, et j'ai aussi une petite anecdote sur le Grand Raid du Finistère. Un coureur me partageait, c'était la première fois que j'entendais ça, que il avait justement cette angoisse de la nuit et du moment où le soleil se couche, parce que la nuit, ça vraiment, ça l'angoisse, quoi. Et alors autant sur des pour des les femmes qui vont courir la nuit pour s'entraîner, etc., qui est cette Ouais. angoisse, surtout avec quand on suit beaucoup l'actualité, etc. Je la comprends, voilà, je l'entends, c'est parce que c'est une histoire qu'on entend régulièrement. Autant cette histoire de l'angoisse, même pas de l'agression, mais juste de la nuit qui tombe, je l'avais encore jamais entendu. Et donc ça Bah, m'a beaucoup moi, surpris. je l'avais. Et bon, j'habite à Nyon, à côté de Genève, côté Suisse, à côté du Jura, depuis 10 ans. Et les premières fois où j'étais sorti, le moindre craquement de doigt, j'étais comme un gamin en disant qu'est-ce qui se passe? C'était marrant. Tu vois, en plus avec ta frontale, t'as juste un petit spectre lumineux que tu te retournes et que ta lumière, elle va fixer juste un petit cercle en disant mais le bruit est peut-être à gauche, il est peut-être à droite, t'as peut-être un malade, tu penses à ça, des vieilles histoires de colo où il y avait un mec qui courait avec une hache en pleine nuit, mais j'étais pas du tout à l'aise. J'étais pas du tout à l'aise et puis avec le temps presque tu aimes bien, il y a un calme particulier, il y a une fraîcheur si la journée était assez chaude qui est bien et puis il y a ce luxe des premiers rayons du soleil comme t'as des Gonal des fous hein, les premiers rayons du soleil le matin c'est un hôtel 4 étoiles. Tu vois, ça, tu vois la vie qui revient, tu te reconnectes avec la nature. Tu comprends pourquoi les animaux, les fleurs, etc. Il y a une joie qui vient. En plus, il y a tout système de cycle circadien avec comment marchent plus ou moins tes hormones. Donc, dès que le soleil revient, boum, on refonctionne, on remet en marche la machine pour te réveiller. Et je trouve que c'est un des plaisirs de l'ultra trail. Et de là, on doit évidemment montrer énormément de respect pour les gens qui passent 2 nuits, voire 3 nuits sur des courses, parce que c'est dur, quoi. C'est dur. C'est très très dur. Et tu vois, c'est pour le sommeil, alors ça a toujours été en fait un problème, hein. J'ai une petite anecdote comme ça quand j'étais pompier de Paris, il y a une des façons, enfin une des postes, c'est stationnaire. Le stationnaire, quand il y a un départ qui sonne, c'est lui qui sonne l'engin et puis qui doit vérifier que selon le départ, les moyens qui sont mis en face sont cohérents. Donc moi, je faisais ça dans la caserne de temps en temps. Et en fait, on dormait dans une chambre qui était en face du bureau qui gère ces départs-là. Et je me suis vu au réveil partir dans le mauvais sens, en fait, partir dans le Hum, mauvais sens. La porte n'était pas là. Je me suis vu appuyer sur quelque chose pour valider un départ, mais appuyer sur un téléphone plutôt que l'ordinateur, quoi. Enfin, faire des trucs complètement hallucinants, ou alors ne hum, pas du tout me réveiller. hum. Donc le sujet du sommeil, ça a toujours été Ouais. un problème pour moi, alors que pour d'autres, pas du tout. Résistance au sommeil hallucinante. Je pense qu'il y a une part de physiologie là-dedans, Exactement, ouais. de génétique. Je sais pas. Alors, cas des pompiers, j'ai pas vu si tu as vu ces études entre le temps d'intervention des pompiers de jour et des pompiers de nuit. Si, si, si. C'est pas toi qui en as parlé dans tes podcasts ou c'est où C'est j'avais c'est, lu ailleurs, euh, c'est mais le podcast que c'est j'ai fait avec l'écart. Benoît Mauvieux, Voilà. Et c'est toi qui disais qu'il y avait quand même un écart important et que les gens s'en rendaient pas compte. bien sûr, bien sûr. Et je pense que les coureurs de jour et coureurs de nuit, quand tu t'analyses ta course à pied de jour et de nuit, elle doit être du même niveau. À la fin, je sais pas ce que ça donne chez les pros en termes de performance dans la nuit que dans le jour. Euh, maintenant, en fait, je pense que la gestion du sommeil pour la Diagonale des Fous était beaucoup plus intense parce que c'est pas en multi-stage, hein, c'est en une course. Donc les pros ils finissent en 24 heures. Les non-pros, et voilà, c'est beaucoup plus. Donc, le marathon des sables, le challenge, ne semblait pas ça parce que facilement, si tu cours, t'es dans le niveau, tu as moyen, tu as 2-3 heures avant le coucher du soleil, tu as le temps tu vois, de manger, de discuter avec d'autres personnes. Tu es vraiment dans la caravane en fait. Et t'es pas dans des situations, à part quand il y a une tempête de sable,
Mais bon, tu mets un bœuf sur tes yeux, comme si tu faisais une cagoule, comme si tu faisais un braquage dans une banque, et tu mets un haut qui monte. En fin de compte, moi, je m'étais complètement couvert le nez, la bouche et les oreilles parce qu'il y a constamment du sable. Euh, le lendemain matin, tu te lèves pas à 4 heures du matin. Euh, à part si, si tu as quelque chose de très particulier par rapport au sommeil, le challenge du marathon des sables ne semble pas être sur le sommeil. Pour moi, en tout cas. Hmm. Diagonale des Fous, beaucoup plus au moment qu'est-ce que je fais, sachant qu'il y a de la caillasse partout, il y a des descentes les pros gagnent la Diagonale des Fous sur les descentes, ça veut tout dire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu vois, il faut faire gaffe où tu mets tes pieds constamment, tandis que quand tu es sur un trail de sol plat, bon voilà, tu es un peu plus à l'aise à dire mon pied est un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Voilà. Mais ça c'est intéressant. Et puis jamais j'aurais imaginé qu'un jour je pouvais tenir 45 heures sans dormir. Et je pense aussi que quand j'ai signé pour cette course 8 mois avant, je m'étais mis une pression en disant ce jour-là, ça va être un truc de malade. Et, euh, et dans mon cerveau, je pense que c'était ancré que c'est pas intelligent de sortir cette expression, peut-être mal comprise, mais pardonnez-moi, mais un peu, avant on disait, je vais aller à la guerre, quoi. Tu vois, il va falloir que ça va être dur. Ça va être dur et, euh, et de là, ton cerveau, il l'a compris, il l'a intégré, et puis dans un mode de survie, en disant t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Maintenant, si j'avais eu moins un coup de fatigue, peut-être j'étais un peu trop shooté à la caféine, euh, et que j'avais eu un coup de fatigue et j'avais eu besoin de dormir, et comme tu disais, tu as des techniques où tu t'assois, tu tiens tes bâtons sur les deux mains, et tu mets ta tête en avant pour faire ces mini-siestes, etc., c'est l'idéal. Mais moi, je m'étais forcé à dire dors, et alors que j'avais pas vraiment envie de dormir, en fait. Hmm. Et je pense que c'est parce que j'avais passé 5 jours à quasiment être en hibernation avant. Et c'est ça qui est fantastique avec l'ultra trail, c'est que tu peux lire n'importe quel papier scientifique sur le sujet et il faut que toi tu le testes et toi tu vas avoir des réactions bien particulières. Ça se voit aussi dans l'alimentation, ce sujet, où on a tellement de recommandations différentes et pourtant on a Ouais, toujours de plus en plus de gens exactement. qui ont des problèmes digestifs. Ouais, Tant que t'as pas trouvé exactement. ta recette, Ouais, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. ouais. Marco, on est déjà à plus d'une heure. Ouf, c'est long, hein. C'est Je- un ultra podcast. c'est pas, c'est pas le record, hein. Ça peut être très long un podcast, tu sais. Et puis c'est ça qui est génial, c'est que, enfin moi c'est ça qui me plaît. On rentre vraiment à fond sur les sujets. Contrairement à tous ces formats à la mode d'Insta, Reel, TikTok, etc. Le podcast permet Ouais. de rentrer en profondeur sur les sujets et c'est ça qui me plaît dans l'enregistrement des épisodes. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange? Alors, par rapport à justement à ce concept de préparation mentale et ultra trail, je pense peut-être qu'il est intéressant déjà de considérer de se préparer mentalement, tout comme on s'entraîne physiquement, parce que la préparation d'un athlète, ça va être physique, technique, tactique et mental. Donc physique, on comprend. Technique, revoir son déroulé du pied, et, toutes ces techniques de course à pied, comment je fais mes descentes sur des descentes techniques qui sont très exigeantes si j'essaye pas d'être technique sur mes descentes. Comment je fais mes montées. On peut être un super bon coureur de plat, d'un coup, comment je gère quand c'est du plus 5%, plus 6, plus 10, quelle est la meilleure coordination de mon corps. Et puis bon, le tactique, tu en as déjà parlé sur les départs courts ou rapides, en fait. Donc il y a tout ce débat sur est-ce que je dois partir rapidement ou pas. C'est une question de niveau. Je pense que ces départs où on nous tasse avec un DJ qui nous chauffe comme un taureau dans une cage avant de nous lâcher dans l'arène, il y a pas mal d'expressions du stress à partir un peu trop vite. Et puis pour d'autres peut-être qui veulent partir vite parce qu'ils savent qu'il y a des monotracks à un moment donné, et des goulots d'étranglement où on peut être bloqué pendant une demi-heure si on est un peu trop humble. Ça m'est déjà arrivé. Euh, mais sur la partie mentale, euh, quand on fait sa sortie du dimanche, est-ce que je peux pas essayer en même temps de dire tiens, si je bossais un petit peu cette partie mentale, ce qui veut dire entre autres, quels sont les petits trucs qui marcheraient lorsque ça va être dur, sachant que bon, on sait la fatigue elle va être
elle va être surtout nerveuse en fait. Hein. Elle va pas être musculaire. Euh, Comment j'arrive à être le mieux possible et lorsqu'à la fin mon corps veut arrêter, ma tête va être à deux doigts de dire ok, tu sais quoi, laisse tomber, tu t'arrêtes là. Dans une demi-heure, t'es à l'hôtel, une petite bière au bord de la piscine et la vie est belle. Euh, quelles sont les petites phrases qui vont m'aider? Est-ce que j'ai ma petite phrase qui me fait avancer? Est-ce que je pense à quoi je pense quand je suis au départ? Il y a des études qui ont montré que lorsque tu pensais à un personnage que tu appréciais, ça baissait ton rythme cardiaque. Tu vois, t'imagines, je sais pas si t'as un fils ou une fille, mais tu imagines ou si t'en as plusieurs, ils sont tous en train de sourire, en train de regarder, et ben tu vois, ça te calme. Est-ce que moi, c'est ce que je fais, par exemple, lorsque je suis en faim et je sens qu'il faut que je trouve de nouvelles ressources, c'est pas très intelligent de le faire, mais je vais chercher des choses qui me mettaient en colère, surtout lorsque j'étais dans mon ancien job comme salarié, des choses qui me mettaient en colère et en disant ah la salopard et en fin de compte ça me donnait, tu vois, presque je me mettais en colère et en me mettant en colère ça me redonnait du stamina, de l'influx nerveux en fait, comme si quelqu'un vient de chauffer ou fait du mal à quelqu'un de ta famille, tu vois, tu deviens en colère en fait et donc j'avais trouvé comme ça des petits comme tu as ta poche de gel dans ton sac à dos, bah j'avais ma poche de petits trucs, diagonale des fous, évidemment, comme tout ultra, plusieurs fois, je dis j'arrête, et à la fin, je me suis dit, hey, j'ai fait tant d'heures d'avion au bout du monde, j'ai dit à mon fils que j'ai ramené cette médaille, je vais lui ramener cette médaille, et en fait, contre le fait de dire que j'allais ramener cette médaille à mon fils, ça peut être ridicule pour beaucoup de personnes, mais c'est l'élément qui m'a pas fait craquer, et les autres, ils avaient disparu, quoi. Marathon des salles, moi j'avais une sensation, c'est qu'à un moment donné, évidemment, il y a des douleurs à certains moments et c'est comme si elle m'enfonçait en fait, quand elle me poussait la tête vers le bas et, euh, et je disais, tu sais quoi, la douleur, toi, on va passer un moment ensemble, donc autant qu'on s'entende bien. Et puis au bout d'un moment donné, ça disparaissait, tu vois, comme quoi c'est un signal qui est là et puis si ça répond pas, et ben à un moment donné ça disparaît. Mais essayer d'arriver à choper ces petites boîtes à petites phrases qui peuvent aider dans ces moments. J'y arrive plus, ok je marche, mais je marche pas comme ça en disant je marche. Je vais faire un décompte de 20 à 0. Parce que psychologiquement, quand je fais 5, 4, 3, 2, 1, 0, je repars. Ou je vais jusqu'à l'arbre là-bas. Voilà. C'est Je hyper vais m'arrêter là. intéressant ce sujet. C'est hyper intéressant ce sujet de ce à quoi on pense va influer sur notre capacité à continuer ou à l'inverse à arrêter. Et on voit bien hein, toutes ces personnes qui disent ça fait 50 km que je pense arrêter. Bon, bah j'arrête. Personnellement, quand je pense à mes enfants, j'ai plus une espèce de hargne qui associée à de la tristesse aussi. À ce temps, comme tu disais, que tu passes à l'entraînement ou tu te dis je suis un égoïste, qu'est-ce que je fous là? Des fois, tu vois, ça m'arrive de pleurer pendant un trail ou si en plus de ça, en même moment, j'ai sur ma playlist une musique un peu triste, ah bah là, c'est bon. Il y a les larmes qui arrivent, mais en même temps, c'est ce que je vais rechercher sur ces distances-là. Donc, Alors, je euh, pense qu'il y a à la fois cette question où ça nous permet de répondre à des questions qu'on n'a pas le temps de se poser parce qu'on n'a pas le calme, en fait, pendant 5 ou 6 heures. Parce qu'il y a télévision, ordinateur, email, etc. Donc, c'est vrai que des fois, tu peux arriver au fond de certains sujets que t'as jamais eu le temps. Et puis, tu sais que des fois, quand quand t'es sur un sujet particulier, pendant ce temps-là, tu penses pas à ce qui pique sur le moment. Euh, Et le deuxième, c'est aussi un réflexe humain normal que ton corps, il voit que tu fais plus d'efforts que d'habitude et il veut te ramener à, à l'arrêt en fait. C'est humain parce qu'en fin de compte, l'idée de la fainéantise et autres, elle est ancrée chez nous dans le sens d'économiser nos ressources. Tu vois, euh, sur 200 000 ans d'évolution, c'est que peut-être les 100 dernières années, c'est-à-dire que 100 années sur 200 000 années, c'est rien où on a plutôt eu beaucoup à manger, le temps de dormir, etc. Mais avant, quelqu'un qui s'usait à faire des bêtises, alors qu'à un moment donné, il y avait la tribu d'en face qui pouvait attaquer ou qu'il fallait migrer rapidement, c'était quelqu'un qui avait cramé toutes ses ressources. Donc, je suis convaincu qu'il y a des choses aussi qui viennent pour aussi te freiner à dire arrête, c'est complètement con.
c'est complètement con ce que tu fais je pense qu'il y a des mécanismes qui sont là pour nous pousser, pour notre préservation, à dire arrête, on va taper sur la distance. Tout comme lorsqu'on a perdu des gens qui sont partis, qui sont décédés. Tu vois, bon, c'est très américain de marquer sur ces t-shirts des noms des gens, et en fait, compte, c'est pas sans raison. C'est qu'en fait, compte, tu mets du sens, presque un sens spirituel à ta course, qui va dépasser justement la dimension de ta douleur physique. Donc là, on va vriller sur d'autres sujets, mais donc je vais m'arrêter là. Mais en fait, en disant, tiens, bah lui, il s'est tout emmerdé pour faire ci, pour faire ça, et puis il est parti tôt. Et de quoi je me plains là? Parce que ça me pique un peu, que j'ai le pied ouvert. Dans 6 heures, je suis tranquille. Mais de quoi je me plains, quoi? Tout comme je suis persuadé que si tu faisais la TDS il y a 100 ans, le résultat moyen serait beaucoup les temps seraient meilleurs en fait. Notre sédentarisation nous amène aussi à complètement modifier notre physiologie. Tu vois, euh, ce sujet de pourquoi en fait on va courir, il est extrêmement intéressant à aller chercher personnellement. C'est vrai, hein, tu vois, ça a d'ailleurs été une de mes premières questions. Pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers ces distances-là? Et en fait, je pense qu'il y a peut-être pas qu'une seule réponse en plus, et que les réponses elles peuvent changer avec le temps. Mais en tout cas, c'est, je pense, intéressant de le savoir et d'essayer de se poser la question avant de prendre un départ parce que tu vois, quand on parlait de la guerre, nos militaires qui y vont, s'ils sont pas convaincus que c'est pour défendre la patrie, au bout d'un moment, quand il faut avancer et puis risquer sa vie, euh, tu fais demi-tour, quoi. Donc le Ah, pourquoi, il est extrêmement important. alors, il y a deux choses. Alors, tu vois beaucoup en life coaching, c'est que toutes nos actions viennent d'un besoin et de certaines valeurs. Et c'est ce qui explique le dévouement de nos militaires. Et c'est assez exceptionnel ce qu'ils font. Euh, Concernant la course à pied, moi en tant que spécialiste sur la gestion du stress, nous faisons partie du règne animal et de l'embranchement des vertébrés. Excuse-moi de dire ça avec un ton d'instituteur, mais tout ça veut dire que notre réaction au stress est faite par le mouvement. Donc, nous sommes faits à la base pour bouger. Donc, on va pas revenir sur toutes ces théories comme quoi nous chassons mieux parce qu'on peut fatiguer la bête parce que notre outil pulmonaire est au-dessus de notre diaphragme et donc on peut respirer pleinement pendant longtemps. Euh, Chris McDougall en parle très bien avec Born to Run et c'est ses ouvrages que j'aime beaucoup. Mais nous sommes faits pour bouger en fait. C'est dans notre constitution osseuse musculaire. Donc de là, l'ultra trail aussi a cet avantage, c'est que généralement toutes les 20-30 minutes, un nouveau paysage. Et ça fait du bien en fait par rapport à tout ça. Ça fait du bien de dire. Et c'est vrai que quand les gens ils m'expliquent le pourquoi, et je sais que je sais pas. Je suis face à certaines personnes qui je veux pas leur expliquer l'histoire de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'où ça peut faire mal, et qui vont pas être à l'écoute de ce type de conversation. Je leur dis bah c'est comme une grande rando dans un endroit que je connais pas et c'est sécurisé parce qu'il y a un ravito tous les 12 kilomètres. Et je découvre, voilà, ensuite je découvre le Valais ou j'ai des trucs de route Savoie, peut-être un jour le raid du Finistère. Et voilà, pourquoi comment découvrir le Finistère le mieux qu'il soit. Et ben je fais le raid du Finistère. S'il m'arrive un problème, je me foule le pied ou moi j'ai un bidule, ben, il y a toute une structure qui se sécurise et c'est peut-être la meilleure façon de visiter un endroit et d'être en contact avec les gens. Euh, Typiquement, le diagonale des fous, t'as la moitié du temps, t'as des gens sur la route qui t'encouragent et tu vois, t'as toute la population qui est là autour. C'est assez magnifique, hein. C'est assez magnifique. Voilà. Hmm. Et bah d'ailleurs, j'y vais. On est lundi, je pars vendredi. Voilà. Ah, génial. Euh, Et ouais. est-ce que tu vas faire un podcast juste avant de faire le départ? Alors, je cours pas à la diagonale, mais par D'accord? contre, j'ai prévu d'enregistrer des podcasts là-bas avec quelques athlètes bien sympathiques. Donc Génial. ça va être un moment assez intéressant, je pense. Et ce qui Euh, serait sympa et intéressant, c'est que tu regardes un peu au niveau de tes entraînements, comment tu réagis au niveau
au niveau rythme cardiaque, etc., par rapport aux températures et taux d'humidité. Et bon, après 12 heures d'avion où tu vas être complètement déshydraté, il faudra mettre en place, et que tu fasses quelques montées comme ça, parce que je pense que tu vas quand même sortir un peu courir, que Je tu dis ce qui se pense. passe. C'est vrai. Et En bah, tout cas, avec c'est plaisir. génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Marco, pour Ouais. toutes Merci de ton ces invitation. C'est très informations. sympa. C'était très riche, un bel épisode. Enfin, j'ai encore appris des choses, tu vois. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Euh, C'était un Ouais, très merci bon en tout moment. cas Merci. pour ton podcast, parce que ça fait partie des podcasts assez sympas qui sont pas limités sur comment mettre ton pied par terre, et avec différents types de personnes, des podologues, des crossfitters, bientôt des navigateurs, et ça met différents angles sur quelque chose d'assez complet. Et donc merci beaucoup pour tout ton travail. Ben, avec grand plaisir. Où est-ce qu'on te suit? Tu as déjà parlé de ta chaîne YouTube, ton site. Alors sur LinkedIn c'est Marco Pao, tout comme Marco Marco espace Pao Pao, sur LinkedIn et sur YouTube. Sur mon site, où je reprends certains de choses que je viens de dire, en rentrant un peu plus dans des détails, je dirais scientifiques, c'est sur mon site à Reach Your Goal, donc atteins ton objectif. Donc Reach Your Goal, Y-O-U-R et Goal, voilà, .ch, parce que je suis basé en Suisse. Voilà, c'est les deux axes. Et puis sur Insta, sur Marco123 Pao. Voilà. D'accord. Eh ben, Je suis écoute, très content d'échanger. S'il y a des gens qui ont des réactions dans tous les sens par rapport à ça, je suis très très intéressé. Euh, voilà. Je trouve que c'est l'ultra trail, et c'est toutes ces courses de longue distance, qui peut être aussi du trekking sur plusieurs jours, de l'alpinisme, etc., ont une importance du mental. Et ce qui est bien, c'est que tout doucement, on comprend que son importance est forte, et en fin de compte, il y a plusieurs aspects et plusieurs outils, en fait, entre le calme et la conviction qu'on doit avoir avant de partir, et puis la gestion pendant, et puis aussi l'après, mais on t'en parle aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour ton invitation, c'était très sympa. eh ben, avec grand plaisir. Et puis, bah, écoutez, chers auditeurs, je vous invite à contacter Marco si vous avez besoin. En tout cas, moi, je mettrai toutes les coordonnées dont on a parlé dans l'espace description du podcast. Et puis, bah, écoute, je te dis à une prochaine, Marco. Et encore merci pour ton temps et toutes ces informations que tu as partagées aujourd'hui. À bientôt. Merci à toi. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!